Hello les propriétaires qui se bougent, bienvenue dans cette séance de questions-réponses numéro 2. Aujourd'hui, je vais reprendre les questions les plus pertinentes, on va dire, entre guillemets, posées au cours de la semaine pour pouvoir y répondre. Et ça va bénéficier à toute la communauté. Donc, tout d'abord, une question de Jean-Pierre qui l'a posée sur le blog de Eldorado Immobilier. Bonjour, où trouver les normes obligatoires pour les installations électriques dans les logements meublés en location saisonnière? Alors, ça va être difficile de trouver des normes parce qu'il n'y en a pas en tant que telles. Alors, bien sûr, bien évidemment, je ne peux que vous conseiller de respecter les normes classiques pour un logement d'habitation. Voilà, ce que vous pourriez retrouver dans un diagnostic de performance énergétique où il faut un diagnostic des installations électriques. Vous avez forcément ça qui traîne quelque part quand vous avez acheté le bien. Sinon, vous pouvez faire ce DPE. Par contre, ce que vous devez aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas de norme pour la location courte durée parce que c'est pas une activité de location classique, c'est une activité civile. Et donc, du coup, vous ne rentrez pas sous le coup de toute la réglementation liée à la location à l'année classique. Donc, entre guillemets, pas de souci avec ça, sachant que, bien sûr, pour la sécurité des locataires, je ne peux que vous enjoindre à mettre aux normes votre logement. Deuxième question, celle de Catherine. Alors Catherine, voilà, elle est comme beaucoup d'entre vous, elle est passée pro Airbnb, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais elle s'est rendue compte que, un petit peu du jour au lendemain, elle est passée de la commission 4% haute et puis le reste basculé sur le locataire à 15% de frais d'hôte directement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une tendance qui se généralise en fait sur Airbnb pour tous les autres. Donc tous les autres passent progressivement en professionnel. Alors quel est le critère exact pour passer pro au regard de Airbnb? On ne sait pas exactement, j'ai pas trouvé la solution exacte, la justification elle n'existe pas de manière publique, mais toujours est-il que voilà, il faut vous attendre à ça. Ceci dit, dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, c'était des frais qui étaient payés par le locataire. Mais par contre, à vous de surveiller si vous êtes passé sur cette commission à 15%, parce que si c'est le cas, vous pouvez augmenter vos tarifs à la nuitée pour que le locataire, finalement, ça va apparaître le même tarif, euh, et ça sera vous qui paierez la commission et pas le locataire. C'est comme sur booking.com. Question suivante, celle de Géraldine. Alors Géraldine, elle souhaite investir en Espagne et elle s'est aperçue qu'il y avait une loi toute récente qui introduisait une notion de valeur de référence en Espagne. Quel est l'impact de cette loi sur la fiscalité immobilière en Espagne? Alors c'est une loi qui va augmenter le montant des transactions, enfin la fiscalité sur les transactions immobilières. Quoi qu'il arrive, ça va monter quelle que soit la situation. C'est pas non plus dramatique, mais il va y avoir une hausse. Alors, à la base, cette loi, elle est faite pour éviter la fraude et l'optimisation fiscale, parce que qu'est-ce qui se passait? Il y avait beaucoup de transactions, un peu à l'image de ce qui pouvait se passer en Grèce, beaucoup de transactions, disons un appartement qui avait une valeur vénale de 100 000 euros, en fait, devant le notaire, ça passait à 50 000 euros, et puis il y avait le reste ou une partie du reste qui était en liquide à côté. Donc pour éviter ça, l'Espagne s'est dotée d'un atlas de référentiel, un peu comme en France pour la base de données Patrim. Donc du coup, on sait que un bien à Barcelone, dans telle rue, pour tant de mètres carrés, il a une valeur de référence de temps. Donc du coup, si la valeur de référence c'est 120 000 euros, vous allez payer les frais de notaire sur la valeur de référence de 120 000 euros. Et si vous achetez le bien 140 000 euros, là, bon, euh, on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied du point de vue du fisc espagnol, vous paierez sur votre valeur à vous de 140 000 euros qui sera plus élevée. Donc voilà l'impact que ça va avoir. Ce n'est pas non plus la peine de se ruer sur une acquisition si vous n'avez rien repéré. Par contre, effectivement, si vous avez enclenché un processus d'investissement locatif, à ce moment-là, accélérer le processus pour que ça passe avant la fin de l'année. Ou, alors je ne sais pas si ça se fait en Espagne comme ça se fait en France. En France, régulièrement, les notaires antidatent certaines transactions pour pouvoir faire en sorte que ça passe sur l'année fiscale qui va bien. Ensuite, j'ai
une question de Jules. Alors, une question un peu longue, mais je vous la résumer. En fait, Jules, il est en train de reprendre une conciergerie familiale avec quand même 150 biens en portefeuille, donc c'est quand même assez intéressant. Et la conciergerie, donc, elle gère des hébergements en France, mais elle est basée en Belgique. Et visiblement, la réglementation française, c'est pas trop leur truc. Alors, il faut savoir déjà que si vous êtes à l'étranger et que vous gérez des biens en France, je vous conseille fortement quand même de vous mettre en conformité avec la réglementation française, hein, parce que c'est la réglementation française qui s'applique sur le territoire français. Donc les questions que vous vous posiez, c'est est-ce qu'il faut une carte professionnelle? Alors c'est le gros débat. Il y a eu un jugement européen pour le coup qui dit que Airbnb n'est pas une agence immobilière, n'a pas besoin de carte professionnelle. Donc on peut partir du principe qu'une conciergerie, c'est la même chose que Airbnb. Ceci dit, il reste un flou juridique là-dessus. Donc ce qui normalement se met en place lorsque vous faites une conciergerie, c'est de créer une société en bonne et due forme, avec derrière des contrats de sous-location professionnels ou des contrats de gestion auprès des propriétaires à qui vous allez louer le bien, avec toutes les clauses qui peuvent correspondre. Alors sur la réglementation drastique française qui est signalée en bas du commentaire, loi Allure, OK, Tracfin, Code civil, oui, oui, c'est la réglementation française. Mais comme je le disais en début de la vidéo, il y a la réglementation par rapport à la location à l'année, et la location courte durée est quelque chose d'un petit peu particulier. Donc je vous invite très fortement à vous renseigner sur Eldorado Immobilier, à reprendre les bases de la réglementation. Donc on a un article très complet, hein, vous tapez réglementation, location courte durée, Eldorado Immobilier dans Google et vous allez avoir l'article super complet là-dessus. Déjà commencez à vous former là-dessus et vous pourrez aller plus loin par la suite. On vous accompagnera avec grand plaisir. Stéphanie, elle, nous pose une question. Elle a acheté un studio en août. Elle fait des travaux de remise en état et elle s'inquiète de la déclaration de début d'activité, donc le fameux formulaire P0I. Et elle a peur que si elle dépose son formulaire au moment de la mise en location, du coup, elle risque de perdre les frais d'acquisition et montant de travaux quand elle va commencer à amortir le bien. Donc moi, je dirais qu'il y a deux choses complètement séparées et derrière, les frais peuvent se raccrocher au début d'activité. Il y a d'un côté votre expert comptable qui va commencer à déclarer votre bien et donc à l'amortir, y compris pour les frais que vous citez. Et puis, d'un autre côté, il y a le formulaire de déclaration. Ce n'est pas forcément des choses qui se font de manière concomitante. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière. Faites les choses à votre rythme et dans l'ordre et vous ne perdrez rien du tout, à part, évidemment, si vous commencez à louer 5 ans après avoir débuté les travaux. Bon, là, ça sera plus compliqué, mais vous êtes dans un timing plutôt correct. Sophie nous pose une question. Elle veut louer une villa en Provence à une famille américaine. Bon, ça, c'est pas forcément c'est le contexte, mais pour une durée de 8 mois. Elle ne veut pas passer par Airbnb et elle veut savoir quel type de contrat il faut faire. Alors là, pas de problème pour ne pas passer par Airbnb, hein, je le conseille, moi le premier, mais vous ne pouvez pas louer avec un bail de location courte durée, parce qu'un bail de location courte durée, c'est 3 mois maximum. Donc du coup, il faut louer avec un bail classique et les inconvénients qu'il y a un bail classique au niveau de la durée, hein, parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir louer sur 8 mois. Autre alternative, mais qui est borderline, hein, c'est de prévoir 2 contrats successifs, 3 même, 3 contrats successifs, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que vous allez avoir une nouvelle signature ou est-ce que vous faites signer au départ? Bon, je ne peux pas conseiller ce type de montage qui est un peu brinque-ballant. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est un contrat classique de location meublée à l'année. Et puis, rien ne vous empêche d'inclure une clause de 8 mois, mais si les gens veulent rester, ça peut poser peut-être un peu souci. Alors du coup, peut-être qu'on va en revenir à la solution initiale, qui est de louer par Airbnb avec les frais qu'il y a avec. C'est à vous de voir la prise de risque que vous souhaitez prendre par rapport à ça. Soit une perte financière par Airbnb, soit la prise de risque que les locataires restent et justifient qu'ils veulent rester, soit vous partez sur un contrat de location courte durée, sachant qu'il n'est pas forcément valable au-delà de 3 mois. Donc dans tous les cas, vous avez soit une perte financière, soit une prise de risque. À vous de voir comment vous voulez gérer la situation au mieux en ayant toutes ces infos. Ce que je vous invite à voir maintenant,
c'est d'aller voir le webinaire complet pour avoir 7 étapes pour démarquer votre annonce. Je vous mets le lien juste en dessous. Je vous ai vraiment préparé une présentation de plus de 40 minutes avec vraiment les étapes pas à pas pour que votre annonce sorte du lot et vous puissiez louer beaucoup plus. C'est vraiment un très bon prolongement à cette vidéo pour bien finir la semaine. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.